sont les enjeux liés à la confidentialité et à la sécurité de nos données de santé? C'est ce pourquoi nous aurons à discuter aujourd'hui avec un autre invité du jour. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Eh bien, voilà, bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Bonjour, monsieur Emmanuel. Vous permettez, est-ce que je vous appelle Emmanuel? Pas de problème. C'est plus simple pour vous, je pense. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est mien. Je vous remercie. Alors, Jacques, comment tu vas? Je vais très bien. C'est avec un grand plaisir que je trouve ce plateau de ce matin. Il faut dire que je fais un coucou spécial également à nos amis téléspectateurs qui sont branchés actuellement, qui nous suivent via nos différents canaux, que ce soit sur l'application, les réseaux sociaux et tout. Merci, ça fait plaisir. Et restez branchés, nous aurons à débattre sur des sujets très intéressants, très croustillants, j'allais dire. Alors, ne zappez surtout pas. Bonjour Gisèle. Bonjour Blondie. Comment tu vas? Très bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Très belle ce matin. Hein? Merci, toi aussi. Merci. Nous sommes jaloux. Vous êtes très élégant et signé. Voilà. Alors je dis bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent. L'émission d'aujourd'hui va être waouh. Alors, soyez au rendez-vous. Voilà, soyez au rendez-vous. Merci déjà pour votre fidélité renouvelée pour cette émission. On a démarré hier. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre dans cette émission d'aujourd'hui qui promet. Trêve de bavardage, nous allons donc nous lancer avec la causerie du jour. Le mariage des mères célibataires, quelle protection pour les enfants? Le mariage des mères célibataires, quelle protection pour les enfants? Je vais demander tout d'abord à Jacques, parce que c'est souvent lui qui a des idées un peu... Si tu le dis. Je ne sais même pas quel terme employer. Si tu le dis. J'ai toi alors. Merci, je pense que c'est un sujet très intéressant, très pertinent et qui est d'ailleurs même d'actualité au sein de nos sociétés. Il faut dire que le mariage des mères célibataires, n'est-ce pas, quelle protection pour les enfants? Il faut dire que moi personnellement j'ai un petit souci avec cette appellation parce que quand on dit mère célibataire, tout de suite on pense que ce sont des femmes qui ne sont plus comment je vais dire ça, qui ne sont plus bonnes, hein? Voilà, je vais le dire ainsi, qui ne sont plus bonnes, voilà, pour notre société ou bien pour nos familles. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Pour un jeune d'abord, c'est compliqué d'épouser une mère célibataire. En tout cas, ouais, en tout cas, c'est compliqué, disons la vérité. Et généralement, les femmes célibataires, les mères célibataires, moi je les appelle des blessés de guerre. Alors, excusez le terme ici, c'est même si c'est péjoratif. Les blessés de guerre, généralement, s'épousent entre eux. C'est-à-dire, le monsieur, il est aussi les blessés de guerre parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il y a les hommes aussi. Et selon moi, mon constat, ça marche très bien entre eux. Ils prennent bien soin des enfants, comme ils l'entendent, et ça marche. Mais pour un jeune, peut-être qui a peut-être la trentaine, il est tout frais, il est sans enfant. Mais écoutez, c'est compliqué. Parce que il y a aussi le poids de la famille. La famille te dit, mais toi si jeune comme ça, tu n'as rien trouvé avec la nouvelle génération des enfants, des filles de 2000, de 2005 actuellement que nous avons, très, très fraîches, très gazelles, avec des tailles de guêpes. Mais tu n'as rien trouvé. Et c'est une que quelqu'un déjà utilisé, que toi tu prends encore avec des enfants. Je viens encore avec des enfants. Ça fait une charge. Le problème avec la protection des enfants, je vous explique. Imaginez-moi Jacques, j'épouse une mère célibataire avec peut-être 1 ou 2 enfants. Tu prends soin de l'enfant. À un moment donné, un beau jour, lorsque l'enfant peut-être aura 20 ou 25 ans, l'enfant a sa licence ou encore son master, l'enfant a un emploi, elle est bien rémunérée, elle est bien nantie. Un beau jour, excusez le terme, un vautour débarque et il dit que c'est sa fille. Mettez-vous à ma place. J'ai investi sur cet enfant. C'est-à-dire que quoi? C'est comme un investissement à long terme. Pour qu'après, cette personne-là puisse s'occuper de mes enfants. Mais lui, il débarque, il dit c'est sa fille, c'est son enfant. Vous savez, là où ça fait encore mal, la femme que vous avez récupérée vous dira, ben tiens, c'est son papa, tu veux quoi? C'est sa fille, c'est son enfant. Et en ce moment, le monsieur, il voit que tout est prêt. Alors moi je dis, pour épouser une mère célibataire, j'aurai des conditions. Soit le monsieur accepte de renier à sa paternité.
Carrément. Wow. Soit il permet à ce que j'adopte cet enfant. Pour que demain, il ne vienne pas se pointer disant c'est ma fille, c'est mon enfant, c'est mon garçon, voilà, j'ai le plein droit. Ou encore, lui et sa femme, ils s'entendent. Monsieur, j'épouse votre femme, mais je n'épouse pas les enfants. Alors, ce qui concerne les enfants, vous gérez ça entre vous. Je m'arrête là pour le moment. Blondine. Oui, Gisèle, vas-y. Franchement, quand Jacques était en train de parler, mon cœur faisait boum boum. Je me disais, mais Jacques, tu sors de quelle planète? Bon, je m'explique. Jacques, d'une part, je dirais que j'épouse ton développement, d'une part, mais d'autre part, je dis non. Pourquoi? D'abord, les mères célibataires. Qui sont ceux qui les ont rendus mères célibataires? Ce sont des hommes. Il n'y a pas que les hommes. Excusez-moi, j'en viens. Il y a des hommes aussi, Il y a des hommes aussi qui ont mais des qui ne enfants. sont pas mariés. Voilà. Mais non. Essayez de cataloguer les mères célibataires comme quoi, pour les épouser, il faut un certain nombre de critères, il faut un certain nombre de conditions. Moi, je dis que c'est déjà mal parti. Parce que ces mères célibataires-là sont des femmes à part entière, comme des femmes aussi qui ne sont pas mères célibataires. Donc, je ne vois pas pourquoi il doit avoir toutes ces choses-là autour du mariage d'une mère célibataire. Jacques parlait tout à l'heure du poids de la famille, etc. C'est vrai, nous sommes en Afrique et il y a ces préjugés-là. Mais moi, je me dis que là où il y a l'amour surmonte tout et supporte tout. Là où il y a l'amour, je pense que l'homme, si c'est la femme qui est mère célibataire, l'homme peut faire un petit recul et voir, j'aime cette femme. Et quand on aime une personne, on le prend dans toute son entièreté. On le passe, c'est comme un package. On prend tout. Tu ne peux pas dire aimer une femme qui est mère célibataire et ne pas aimer son enfant, ne pas vouloir de son enfant. Moi, à la place peut-être des mères célibataires, je ne vais jamais accepter une union comme ça. Et où l'homme vient à moi, soit disant qu'il m'aime et qu'il veut m'épouser, mais qu'il ne veut pas de mes enfants. Si c'est comme ça, le mariage, je peux laisser tomber. Parce que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Mais non, on ne peut pas dire également, on peut pas parler également je ne sais pas quoi, qu'un jeune ne peut pas prendre pour épouse une mère célibataire. On peut peut-être parler du côté pécunier. Elle a compris. Et comme Jacques l'a dit que il faut un certain nombre de conditions pour que s'il investit par exemple dans la vie de cet enfant, que cet enfant grandit, le papa de cet enfant ne va pas venir réclamer la paternité, qu'il faut peut-être en amont signer des papiers qui vont enlever le droit de paternité à ce papa. Je me dis, c'est une possibilité. Mais ça ne veut pas dire que le papa en question qui vient de... Bon, disons, je me dis que on est parents, quand on est parents, on ne s'attend pas à ce que quand on investit dans la vie de nos enfants, que plus tard, ils soient obligés de nous venir en aide. En réalité, c'est pas ça le rôle de parent. C'est pas ça le rôle de papa. Quand tu acceptes prendre l'enfant d'une femme comme ton enfant, c'est-à-dire la femme que tu veux épouser qui est mère célibataire, tu veux prendre cet enfant comme ton enfant, il faut s'attendre, il faut te dire que l'investissement que tu fais, c'est que tu le fais parce que c'est ton enfant. Et si c'était ton sang, tu vas dire après que donc, si l'enfant devient peut-être PDG, il doit prendre soin de toi forcément. Non, quand tu travailles en tant que parent, tu dois assurer ta vieillesse. Tu ne vas pas attendre que ton enfant soit, je ne sais pas, avocat ou bien médecin pour venir subvenir à tes besoins. Je suis désolée. Donc moi je pense que les mères célibataires, tout comme les femmes qui ne sont pas mères célibataires, ont les mêmes droits en matière de mariage. Elles peuvent contracter mariage sans qu'il y ait toutes ces conditions-là autour. Parce que, comme Jacques l'a dit, ce sont des blessés de guerre. Peut-être en griffe, on ne refuse pas. Elles ont des blessures, on fuit. On ne refuse pas. Mais on va pas d'emblée les cataloguer. Il y a même des femmes qui ne sont pas mères célibataires, qui sont même plus, je ne sais pas, frivoles ou je ne sais pas quoi, que des femmes qui sont mères célibataires. Déjà, quand tu es mère, tu es célibataire,
tu es mère célibataire, tu as un enfant, je pense que tu joues une double responsabilité. Tu es mère et tu es encore père. Donc je pense que ces gens de femmes sont même plus sérieuses en quelque sorte. Elles savent ce qu'elles cherchent. C'est vrai que ce n'est pas la règle d'or. Il y a de ces femmes-là qui ont des enfants, elles sont mères célibataires, mais elles couchent de gauche à droite avec des hommes. Bon, ce sont des cas parmi tant d'autres, on ne va pas refuser. Mais on ne va pas quand même se baser sur certains critères ou des conditions que Jacques vient de citer pour cataloguer ces femmes. Nous allons donc prendre l'avis de notre juriste. J'ai fait exprès d'inviter le jury sur ce plateau parce que c'est un sujet vraiment un sujet polémique. On retrouve plusieurs femmes célibataires avec des enfants. De la même manière, on retrouve des hommes célibataires avec des enfants. Et on a souvent l'habitude de constater que ce genre de mariage, des fois, ça n'évolue pas. Et surtout à cause des enfants. Alors, dites-nous, monsieur Emmanuel Signon, qu'est-ce que vous pensez concrètement de cette situation? Alors, comme l'a dit Jacques et puis Gisèle, c'est une question de mariage de la femme célibataire. Pour nous les juristes, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle femme célibataire? Une femme célibataire, c'est une femme soit qui est mariée et a divorcé, à qui la garde des enfants a été confiée ou qui a la garde des enfants, c'est-à-dire qui a des enfants sous sa charge. Ou soit une femme qui n'est pas du tout mariée, mais comme vous l'avez dit, dans une situation, une autre peut-être en concubinage, qui a donc un enfant sous sa garde. Alors, l'un dit, un jeune ne doit pas épouser une femme célibataire et une mère célibataire. L'autre dit, il ne faut pas mettre des conditions. Pour nous, les juristes, il faut dire qu'il y a une protection qui est réservée à l'enfant. Et donc, pour les deux situations que j'ai présentées précédemment, si c'est une mère qui a divorcé, donc qui était dans un mariage, et les enfants sont issus de ce mariage, c'est très simple. La loi dit que lorsque vous êtes dans un mariage, l'enfant porte le nom du père. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que la paternité est établie. Maintenant, lors du divorce, il se pourrait qu'il y ait des mésententes sur la garde des enfants. Maintenant, si le juge confie la garde de l'enfant à la mère, parce que la mère présente les conditions nécessaires, ça ne cause aucun problème pour le remariage de cette femme. Maintenant, lors du remariage, si éventuellement le juge ou toute personne, ou même le père, l'ancien papa, donc l'ex-époux de la femme en question, constate que les intérêts de cet enfant est en danger ou est mis en péril, alors le père peut saisir le juge et demander la garde de l'enfant ou qu'on confie la garde de l'enfant à toute autre personne. Donc le juge va apprécier. Maintenant, pour une femme qui n'est pas dans un mariage, donc soit concubinage, et qui a un enfant, la garde de l'enfant est supposée être sous sa charge, à moins qu'il y ait entre-temps une possibilité d'un monsieur ou de l'époux, du monsieur, là on ne va même pas parler d'époux, du monsieur en question qui a reconnu l'enfant. Donc en cas de reconnaissance, ça veut dire qu'il y a toujours une paternité établie. Donc quand il y a une paternité établie, on se retrouve pratiquement dans la même situation que la précédente. Maintenant, s'il n'y a pas de paternité établie, la femme peut se marier, cela ne cause pas de problème. Si l'intérêt de l'enfant n'est pas en jeu, cela ne cause pas de problème. Et pour régler le problème de Jacques, où vous allez lever un enfant, et une fois l'enfant grandit, un autre vient se pointer. S'il n'y a pas de reconnaissance de paternité, et que vous épousez une femme et son enfant, vous pouvez demander l'adoption de cet enfant. Donc il y a deux types d'adoption. Soit vous demandez l'adoption simple, dans le cas où la paternité était reconnue par un ancien père, dans le sens que l'enfant continue de garder le nom de son père biologique, mais vous devenez son père adoptif. Et donc, la loi vous reconnaît pleinement tous les droits en tant que père, ce que vous allez faire à l'égard de l'enfant. Je pense que quand l'enfant grandit, naturellement, il y a ce qu'on appelle les subsides. Donc, on ne va pas parler de reconnaissance, mais c'est une forme de reconnaissance pour les personnes qui vous ont éduqué, qui ont pris soin de vous. Maintenant, si on est dans une situation où l'enfant est sous la garde de la femme célibataire qui n'était pas mariée et dont l'enfant n'a bénéficié d'aucune reconnaissance paternelle, et donc l'enfant porte le nom de la maman. Par conséquent, après le mariage, le monsieur peut décider de l'adoption plénière. Là, carrément, l'enfant va porter le nom de, comment on appelle, du papa en question.
Donc là, je pense qu'il y a une protection tout autour de cela. Par ailleurs, en ce qui concerne les critères, je pense que ça, c'est plus du point de vue de la société en général. Sinon, du point de vue juridique, il faut dire qu'il y a une protection qui est accordée à l'enfant selon les différentes situations que j'ai présentées. Ok. Oui, Jacques, vas-y. Oui. Je vais revenir sur certains aspects. J'apprécie le débat. Merci aux juristes pour voilà, cette précision. Je dis que c'est important d'avoir toutes ces informations parce que Gisèle a dit quelque chose tout à l'heure. Elle dit que l'amour, elle parle de l'amour. Mais je suis désolé de dire que l'amour ne doit pas nous rendre aveugles. L'amour nous demande d'aimer même avec raison. Oui. L'amour nous demande d'aimer avec protection. Parce que si j'aime quelqu'un, je dois penser à sa protection et à ma protection aussi. Sinon, un jour, les cas que nous sommes en train d'évoquer peuvent se transformer en litige et les gens même peuvent s'entretuer dans ça. Oui. Ça, c'est un cas très sérieux. Maintenant, pour le juriste, nous sommes dans une société où les gens ne connaissent pas vraiment la loi ou encore quand il y a un problème, on ne va pas vraiment devant les juridictions pour laisser place à ces juridictions de plancher sur ces affaires. Vous enceintez une fille et après, le monsieur disparaît. Ok. Et la femme supporte. Et pour ça, je tire chapeau aux femmes. Elle supporte. Et un jour, elle rencontre un monsieur qui épouse la femme. Et comme on vient de le dire, le monsieur n'a pas pensé à prendre des mesures préventives, des mesures de précaution. Mais vous êtes sûr que ce monsieur va accepter un jour que quelqu'un d'autre débarque et qu'il dise qu'il est le père de l'enfant? Et, bon, je dirais, est-ce que naturellement le monsieur n'a pas raison? Parce qu'il n'y a aucune mesure de protection. Ils n'ont rien pris comme garde-fou. Et le monsieur débarque un jour. Il dit il veut son enfant, que c'était une mauvaise phase, c'était une histoire, incompréhension et tout. Mais que c'est sa fille et il dit biologiquement il est le père. On fait quoi? Bon, biologiquement je suis le père, mais je n'ai pas reconnu l'enfant quand elle était née. Ou si c'est dans un mariage, naturellement l'enfant portera mon nom. Mais dans cette situation, c'est simple. L'enfant ne restera pas enfant. L'enfant va grandir. Ouais, un peu. Et quand l'enfant devient majeur, il revient maintenant à l'enfant de décider. Et je pense que pour un enfant que vous avez éduqué jusqu'à l'âge adulte, l'enfant, même s'il aura de l'affection pour son père biologique, ne va pas tout de même vous jeter comme une chaussette, comme non, je ne vous connais pas. Et peut-être même que ça, c'est pas forcément un point de vue juridique, mais dans la société, c'est que je vais te poser des questions, tu dois rendre compte, tu es passé où tout ce temps. Voilà. Maintenant, il y a des hommes qui ne disparaissent pas. Ils sont là, mais ils ne reconnaissent pas l'enfant. Mais on sait pourtant que c'est eux qui sont le père. Là, il y a possibilité, par exemple, de faire une action en justice pour demander à ce monsieur des aliments. Vous voyez, des aliments. Quand on parle d'une action aux fins de subside, donc pour demander des aliments, parce que peut-être la maman n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Donc maintenant, cette action va permettre à ce monsieur, je pense que si vous investissez d'une manière ou d'une autre, vous êtes obligé de reconnaître. Voyez. Et sinon, quand l'enfant grandit, ça dépend de l'enfant d'apprécier. Mais non, si il y a des litiges tout autour que l'enfant n'a pas encore grandi, il faut dire que tout litige normalement doit aboutir à la justice, doit déboucher à la justice. Et le juge, lui, tient toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout quand il n'y a pas mariage dans ces situations. Quel est l'intérêt de l'enfant? Qu'est-ce qui vaut pour l'enfant? Est-ce que l'enfant sera protégé? Donc, en fonction de ces éléments, le juge apprécié prend sa décision. Donc, il y a une ouverture au juge d'apprécier selon lui-même, on regarde ce qu'il voit. Au regard de ce qu'il voit, je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a aussi des juges qui tiennent compte du pouvoir d'achat ou encore du pouvoir financier de la femme. Quand la femme n'a pas vraiment du financement d'argent et que le monsieur en a assez, on dit non, on préfère confier la garde des enfants au monsieur. Et là, ça fait mal parce que vous imaginez peut-être le monsieur peut-être n'est pas responsable ou encore c'est le cas inverse, c'est la femme qui a la garde des enfants. Mais quand le monsieur vient, le contact, la façon dont la visite des enfants se fait, le nouveau mari n'apprécie pas. mais moi je trouve que... Moi je dis, pour finir, la solution peut-être pour moi, soit on interne ces enfants. Ils sont à l'internat et on fait des visites, chacun vient voir. Et on écrit chacun vit son amour comme il entend. Non, je ne suis pas sûre qu'il y ait une femme qui puisse accepter cette proposition. Justement, soit tu acceptes
de l'épouser avec ses enfants, soit le mariage bat la terre, on en reste là et puis c'est Surtout si les enfants sont têtus. C'est vrai que dans la c'est société le cas. aujourd'hui, il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour le mariage. Hein. Bon, il y a ça et aussi. à cause de ce statut-là, elles préfèrent peut-être remettre leurs enfants, comme Jacques l'a dit, à l'internat ou bien c'est en proche et tout. Mais moi, je me dis qu'il n'y a personne de mieux placé pour prendre soin de son enfant que soi-même. Justement. Donc, quand on parle, mais on parle aussi d'adoption et tout, c'est vrai que c'est au côté de la loi. Mais dans la réalité, il y a certaines choses, par exemple, quand on parle de sentiments, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Un enfant qui a été éduqué par un autre père, peut-être que le père en question a épousé sa mère, donc le père peut-être l'a adopté et qu'il il signe le nom de son père, du père adoptif. Voilà. Quand peut-être après 20 ans, il sera adulte et que son père biologique va apparaître. C'est que les liens de sang, c'est autre chose. Quand son père biologique va apparaître, tu vas t'étonner que l'enfant là, que le père adoptif a pris peut-être comme son Merci enfant, beaucoup. Merci beaucoup. s'attache plus à son père biologique. Merci. Donc moi je me dis, hein, c'est simple. Tout ça là, ça va de soi. Dès les bases, peut-être quand tu veux contracter mariage avec une femme ou bien une mère célibataire, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'amour. Et Jacques a rebondi que l'amour, c'est vrai, l'amour ne suffit pas. Mais l'amour, c'est un sentiment qui nous permet de protéger l'autre, qui nous permet c'est pas. Tu peux mourir pour l'autre. Laissons aujourd'hui que l'amour aujourd'hui est dit. Si on veut continuer ce débat, pardon, on risque de ne pas finir. Oui, mais Blandine, il faudrait que chacun, quand tu sais que tu veux contracter mariage avec une mère célibataire, mets-toi en tête que je n'entends rien. C'est que je n'entends rien, je ne vois rien. Et puis, je n'attends rien En retour. en retour. Fais-le parce que d'une part, tu aimes la maman et tu veux prendre soin de cet enfant. Et tu as l'argent aussi. Hein. Ok. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oh non, je pense pas vraiment. Sinon, c'est vraiment une question d'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations sur la question. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il y a le droit qui est là et qui fait son travail. Donc, s'il s'agit de la protection de l'enfant, tout est prévu, il y a tout un mécanisme tout autour. Et vraiment, le juge attache, ou même quand vous prenez les tests, vous allez voir qu'il y a une protection véritable. Il y a pour cela même le code de l'enfant qui règle toutes ces questions-là jusqu'à l'adolescence, l'âge adulte de l'enfant et tout et tout. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est la société, c'est les sentiments, les raisons qu'on évoque peut-être pour ne pas épouser tout cela. Mais si quelqu'un pense que je dois me remarier, mais je m'inquiète pour mes enfants, je pense que la loi a un traitement. Maintenant, pour le reste, l'argent et tout ce qui va avec. Bon, chacun a son point de vue. Peut-être que la mère célibataire, si une est sur ce plateau, elle vous dira aussi d'autres choses. Vous serez peut-être étonné ou choqué. Donc, les raisons sont plus subjectives quand il s'agit de ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi, de votre côté à la maison, vous avez eu l'opportunité de nous rejoindre dans ce débat virtuellement du moins. Merci beaucoup à tout un chacun pour vos avis. Et tout de suite, place à l'info du jour. C'est juste après le jingle. Compagnie pour assurer les patients chez le dentiste. C'est un sujet à suivre dans cette émission. On y va? Un nouvel assistant dentaire Tu prends la laisse? Tu lui dis on y va? dans cet hôpital à Brest. Ses enfants avaient peur des consultations. Super, c'est bien, Squelette. Désormais, avec Scully, la mascotte du service, le passage chez le dentiste a une autre couleur. Disons que ça fait un truc plus doux, ça détend quoi. Comme s'il y avait ma mère qui me donnait la main, qui me rassurait. Une chienne golden de 2 ans pour rassurer les patients phobiques, les porteurs de handicap et les malades. Voilà, vous pouvez continuer à bien caresser Scully. Voilà, c'est parfait. Marc Gélis souffre d'un cancer du palais. Les rendez-vous chez les spécialistes s'enchaînent sans relâche depuis plusieurs mois. Alors la présence de Scully permet de penser à autre chose. Quand on vient ici, on est un petit peu stressé
Et dès qu'elle est là, moi, j'oublie tout. J'oublie même la dentiste. C'est ça. Je suis bien, on est bien avec elle. Ces deux chirurgiennes dentistes sont à l'initiative de la venue de Scully. Pour elle, la chienne n'est pas un accessoire, mais une vraie aide au quotidien. On va désacraliser un petit peu la salle de soins finalement, où les patients, quand ils rentrent, ils ne regardent pas forcément le fauteuil, ils ne regardent pas forcément nos instruments, ils vont plutôt regarder le chien et focaliser leur attention sur le chien. Une première dans un hôpital en France qui surprend les patients et dessine des sourires à chaque rencontre. Tu dis bonjour Scully? Oui, c'est bien. Des caresses sans modération, mais aussi des règles d'hygiène très strictes pour l'animal, qui ne peut pas se promener partout dans l'établissement. Elle ne va pas du tout dans des zones spécifiques de stérilisation ou dans les zones chirurgicales. Scully, elle est là pour les actes assez simples. On a vu les actes plutôt d'empreinte, par exemple, les soins de carie, les détartrages. La chienne voit défiler chaque jour une dizaine de patients en consultation. Alors forcément, l'animal a régulièrement besoin de se défouler. C'est la pause, tu cherches un bâton. Scully a été offerte par une association. Une démarche amenée à se développer en milieu hospitalier. Voilà donc aujourd'hui en France, innovation pour innovation, un chien assiste les patients chez le dentiste, juste pour les rassurer. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? Moi, je pense que c'est une innovation. En tout cas, moi, je l'apprécie parce que j'ai une affection pour les chiens. J'aime beaucoup le chien. Donc, je pense que c'est une façon d'aider ces patients aussi à se déstresser. Parce que vous imaginez, vous arrivez chez le dentiste, on ouvre votre bouche, on utilise leurs outils, on fait l'entretien et tout. S'il faut peut-être vous arracher une dent et tout. Alors que vous avez le chien à côté, vous le caressez, voilà. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas le chien. Vous le caressez, il est avec vous, avec ses mimiques et tout ça là. En tout cas, moi j'apprécie. Très franchement, moi j'apprécie. Maintenant, il faudra peut-être dire que ceux qui n'aiment pas le chien, il faudra leur trouver autre solution, autre alternative. Si peut-être la personne aime le chat, la personne vient avec son chat. Si la personne a peut-être un jouet, la personne vient avec son jouet. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'avis. Mais moi, j'aime pas les animaux de compagnie, même moi, j'aime pas. J'aime pas avec le poil, tout ça. Il faut l'hygiène, tout ça. Moi, j'aime pas. Donc, bon, quand même, je trouve l'innovation salutaire, mais pas sans plus, quoi. C'est pour ça qu'on dit en France, c'est-à-dire que là-bas, on prend bien soin des chiens. Ils sont propres que nous, ils mangent bien même. C'est vrai, mais on ne peut pas oublier l'aspect où les animaux de compagnie, les chiens, tout ça, font bonne compagnie même que les humains. Oui, sincèrement. On a appris des histoires selon lesquelles il y a des richissimes hommes, des hommes d'affaires qui ont de l'argent et qui, quand ils veulent mourir, ils ont légué leur fortune à leurs chiens, à leurs chats et tout ça. Donc ça dénote quand même de l'importance du chien. Qu'est-ce que vous en pensez dans les pays européens, on peut dire. Bon, sinon, je m'inscris dans un premier temps dans la même logique que Jacques et puis Gisèle. Chacun fait son marketing. C'est ça. Le chirurgien dentiste a compris que ses patients ou bien sa cible aimaient les chiens. Maintenant, pour l'autre aspect, c'est en France. Ça ne devrait pas étonner parce que vous allez voir qu'en France, il y a un régime de protection des animaux. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les humains ont beaucoup d'affection pour ces animaux de compagnie et jusqu'à vous osez peut-être mettre la main sur le chien de quelqu'un, on peut intenter une action de justice contre vous. Maintenant, pour ces histoires-là, concernant par exemple le fait de léguer la fortune aux animaux et tout, il faut dire que certains tentent de le faire, mais jusqu'à présent, le droit n'a pas de réponse parce que l'animal, même si c'est un être doué de sensibilité, c'est pas un être doué de raison. Et donc, on classe pour l'instant les animaux dans la catégorie des choses, pas dans la catégorie des personnes. Et donc, seules les personnes ont des patrimoines, donc uniquement des personnes peuvent hériter d'une précédente personne qui est décédée. Sinon, c'est des débats. Il y a des gens véritablement, surtout dans les pays occidentaux, qui voudraient qu'on accorde une certaine protection encore plus renforcée
aux animaux pour qu'à mon décès, je l'aime. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On va avancer sinon le temps. Moi, j'ai peur des chiens. Tu as peur des chiens. Donc, et si tu vas chez le dentiste, tu vois le chien que le chat. Je veux le chien que le chat à la maison. En tout cas, moi, que ce soit le chien, que ce soit le chat, bon, moi, tout passe. Le singe. Non, pas le singe. Il a fini les bananes. Alors, c'est dans cette bonne humeur que nous allons faire une petite transition musicale et on revient juste après. Alors, voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de musique. Ben, on va continuer donc cette émission. Gisèle, j'espère que tu es prête pour je suis prête. Aujourd'hui, tu nous envoies dans l'univers des bébés. Hier, tu nous parlais de l'échographe. Aujourd'hui, on va encore dans l'univers de la maternité et tout pour parler du pesé du bébé. Oui, justement. Et de son importance surtout. Dis-nous-en davantage. Alors, pour votre connaissance, le suivi du poids du bébé dès la naissance est très important. Ça permet de détecter des anomalies, des problèmes de santé. Si le bébé grandit normalement avec son âge et son poids, est-ce que ça va de pair? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous sommes allés à l'information, nous sommes allés au CMS de Didjolé. On a concocté un petit dossier pour vous que vous allez suivre. Et ce sera juste après le jingle parce que c'est très important que les téléspectateurs soient au courant qu'on est à l'hôpital quand même. Nous sommes à l'hôpital. Ok Gisèle, nous sommes à l'hôpital et aujourd'hui tu nous emmènes dans l'univers du pesé du bébé. On suit? Oui. Je pense que la technique n'est pas encore prête. Bon, c'est bon. Commande again. J'ai essayé Algan. Ils m'ont dit, avant de donner l'enfant, je vais mesurer selon son poids pour la donner. Le poids permet de voir combien pèse l'enfant. S'il pèse trop, le médecin saura quel produit vous prescrire pour que le poids diminue. Aujourd'hui, quand nous sommes venus, on nous a dit que le poids est normal. Ici, au centre médico-social de Didjolé, ces femmes sont venues pour peser leur bébé. Le pèse-bébé se fait en différentes étapes et suit certaines normes. Pour peser un bébé, la dame déshabille complètement son enfant et elle le met dans la culotte et elle accroche. Il y a le pèse-bébé qui est sur le bois, donc la dame accroche et nous regardons le poids, nous lisons le poids. Et donc c'est ça, c'est en quelque sorte. Donc après avoir pris le poids de l'enfant, la dame place son enfant sur la toise et on mesure la taille de l'enfant. Après la taille, on mesure le périmètre crânien de l'enfant avec le mètre ruban. Donc c'est comme ça se fait. Et après, il y a les courbes dans le carnet de CPC que nous traçons. On voit si le poids de l'enfant c'est bon ou bien c'est pas bon. Quelquefois, il y a les enfants qui sont malnutris, tout ça là, on peut voir tout ça là à travers le pesé d'un bébé. Il est important de surveiller le poids du bébé car il peut cacher des problèmes de santé. Le pesé permet à la maman de voir, à nous aussi, de savoir si l'enfant grandit normalement. Maintenant, si on pèse l'enfant que nous constatons que l'enfant a un poids inférieur à la normale, on essaie
poser des questions à la maman pour voir comment l'enfant s'allait. À partir de 6 mois, est-ce que normalement elle continue par allaiter uniquement au sein, ou bien elle a associé d'autres choses? Si oui, qu'est-ce qu'elle a associé qui fait que l'enfant ne grandit pas normalement? On va essayer de lui poser des questions et en fonction lui donner des conseils pour qu'elle puisse améliorer un peu la façon dont elle nourrit l'enfant. Donc ça permet à nous aussi de savoir que l'enfant est bien pris en charge à la maison et à la maman de savoir aussi que l'enfant est bien nourri, bien grandi normalement. Quand on fait la mesure de la tête du bébé, ça permet de savoir si la tête de l'enfant a une taille normale selon son âge. On ne doit pas normalement cesser de peser les enfants. Le peser du bébé se fait simultanément avec la vaccination et au Togo, la politique sanitaire oblige à vacciner le bébé de 0 à 5 ans. À chaque visite à l'hôpital, les professionnels de santé sont tenus de peser le bébé, ce qui permettra de détecter un quelconque problème et y remédier rapidement. Donc voilà Gisèle, nous venons de suivre ce reportage très enrichissant. J'ai envie de te demander, c'est quoi réellement l'importance du peser du bébé? Alors Blondine, je pense qu'on l'a suivi tous dans le reportage, dans le dossier. C'est le peser du bébé est d'une importance très capitale parce que ça permet de voir la croissance du bébé, son développement. Si le bébé se développe bien, si son poids concorde à son âge. Parce qu'il y a certains bébés qui peut-être sont frêles, mais qui sont âgés. Et là, d'emblée, ça pose un problème de santé. Si l'enfant a un maigre poids, ça veut dire peut-être que l'enfant est malnutri et ça peut cacher des problèmes de santé. Donc, le peser les bébés, c'est vraiment très important. Ça permet à la maman de se situer sur le développement de son enfant et aussi aux professionnels de santé de savoir quel produit prescrire à la maman. Si peut-être l'enfant est en surpoids, par exemple, par rapport à son âge, de savoir quel produit lui prescrire ou quels sont les conseils sur du côté alimentaire qu'il faut donner à la maman pour pouvoir équilibrer les choses et éviter certaines maladies. Voilà. Pour pouvoir équilibrer les choses et éviter certaines maladies. C'est avec cette belle phrase que nous allons en pause et nous reviendrons juste après. Voilà, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes sur la chaîne SOS Docteur TV et nous sommes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Alors, aujourd'hui, je le disais à l'entame de cette émission, nous allons nous intéresser à la protection des données de santé. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau un juriste. J'ai nommé Monsieur Emmanuel Sina. Rebonjour. Bonjour. Et merci encore d'être sur ce plateau. Alors, dites-nous, monsieur, qu'est-ce que la protection des données de santé? Alors, je vais d'abord définir ce que c'est qu'une donnée de santé. Donc, une donnée de santé est une donnée à caractère personnel. Donc, une donnée d'une personne, donc relative à son état de santé, donc sa santé physique, sa santé mentale, ou encore des données génétiques, donc des données liées à son hérédité. Donc, à titre d'exemple, donc données à caractère personnel. Tout à l'heure dans le journal, le reportage, on a vu des données, le poids, la taille, l'âge aussi peut constituer une donnée de santé, ou bien encore dans son carnet médical, son état de santé, ses maladies, ses antécédents. Donc tout cela rentre dans ce qu'on entend par données de santé. Maintenant, la protection des données de santé consiste donc à prendre des mesures pour pouvoir protéger ces données de santé afin que n'importe qui n'ait pas accès à ces données-là. Alors, tout de suite, moi j'ai retenu que quand on parle de données, c'est comme le dossier du patient. Oui, le dossier du patient. Le dossier du patient. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et la piraterie, et surtout aujourd'hui, les gens sont très forts en question de piraterie, puisque aujourd'hui, la plupart des données sont informatisées. Je me pose assez de questions.
Alors, je voudrais savoir quelle est la principale obligation des professionnels de santé concernant la protection des données personnelles. Alors, vous l'avez dit tout de suite, hein, leur obligation, puisque tout le temps, les professionnels de santé sont dans la collecte de données de santé, l'antécédent des patients, ainsi de suite. Donc, l'obligation leur revient, puisque ces informations sont informatisées, de pouvoir en assurer une bonne conservation. Et qui parle de conservation aujourd'hui, puisque les données sont informatisées, c'est sur des serveurs, des bases de données, donc il faudra que les personnels soignants ou encore l'administration prennent des mesures nécessaires pour pouvoir garder ces serveurs-là en toute sécurité, pour que les données soient toujours intègres à n'importe quel moment quand on y a accès ou bien on cherche à avoir accès à ces données-là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand il aura fuite, ça met un peu le patient en danger, mais ça discrédite un peu le patient, bon, c'est ça? Alors, je donne un exemple tout simple. Monsieur X est séropositif. C'est une information peut-être que lui et son médecin, peut-être sa famille restreint ont. Et donc, tout le temps, il va prendre des ARV. Et le médecin soignant, malheureusement, parce qu'il a informatisé les données, ces données ont fuité. Vous voyez? Et donc, peut-être les conditions nécessaires n'ont pas été prises et donc les données ont fuité. Ah, monsieur X est séropositif. Vous savez, aujourd'hui, malgré tout l'effort qui a été fait, il y a toujours une discrimination. Donc, j'ai juste donné l'exemple du cas du VIH-Sida. Il y a d'autres exemples. Donc, quand vos données fuitent, déjà, c'est un problème pour vous-même. C'est une atteinte à votre vie privée. Parce que ce qui est censé rester entre vous et votre médecin est sur la place publique ou est entre des mains de personnes malveillantes. Voyez? Ou encore, quand ces données fuitent, peut-être que ceux qui sont à l'origine de cette fuite, parce que le système de protection est défaillant, peuvent l'utiliser à des fins commerciales. Parce qu'aujourd'hui, on peut cibler une population, on fait un effort d'entrer dans des bases de données d'un hôpital, on vérifie, on voit, voilà les catégories de patients qui viennent dans l'hôpital, ainsi de suite. Et peut-être, à des fins commerciales, on utilise ces données pour les revendre donc à des firmes pharmaceutiques, pour nous proposer des produits. Peut-être vous allez dire, mais on nous propose des produits, mais la façon dont ça a été fait n'est pas la bonne façon. Donc il y a bien d'autres utilisations. On peut usurper de ces données pour pouvoir demander à l'assureur de nous payer à la place du patient, parce qu'on a toutes les informations, on reconstitue un dossier du patient, donc l'assureur peut-être a tout ce dossier, on a l'impression que c'est la personne derrière, c'est le patient, mais en réalité c'est une personne malveillante. Il y a beaucoup de cas, en tout cas. Alors, parlons justement de conservation. Quelle est la durée recommandée de conservation des dossiers des patients? Alors, quand vous regardez un peu les tests qui sont là, ce que la loi dit et tout, il n'y a pas un délai prévu pour dire en un mois, il faut supprimer les données des patients. Mais vous allez voir, la loi dit qu'il faut conserver les données de patients jusqu'au moment de, comment on appelle, lorsque ces données auraient fait l'objet comment on appelle, de recherche, de statistiques ou encore pour des fins culturelles. Donc, autrement dit, on pourrait supposer que lorsque le but pour lequel les données sont collectées, le but est atteint, il faudra donc détruire ces données, ne pas en faire un autre usage autre que ce qu'on avait prévu faire de ces données. Voilà. Mais il y a certaines maladies qui sont récidives. Si dans ces cas-là, si par exemple le délai passe et que les données sont supprimées peut-être ou détruites, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être retrouver ces données-là? Ou bien quand c'est supprimé, peut-être il y a des serveurs sur lesquels on peut aller pour essayer de restituer ces données-là quand on aura besoin peut-être à l'avenir? Alors, en principe, lorsque vous donnez le droit de suppression, automatiquement, tout s'efface. Donc, c'est pour cela, avant de supprimer, d'ailleurs, le médecin soignant, parce qu'il n'est pas informaticien forcément, mais il connaît l'état de son patient. Donc, il sait que peut-être ce patient vient régulièrement et pour cette pathologie, donc il faut conserver tout son dossier pour pouvoir suivre le traitement du patient. Donc, le médecin soignant va donner l'information au service informatique pour dire pour le patient X, il ne faudrait pas supprimer. Donc, je reviens à ce que j'avais dit précédemment. Tant que les données qui sont collectées, tant que le but pour lequel ces données sont collectées
ne sont pas atteints, la loi dit que vous avez l'obligation de conserver. Donc, je pense qu'un médecin soignant en tant que spécialiste sait s'il faut, ce sont des données qu'il faut supprimer. Par exemple, les données de Covid-19, on ne peut pas les supprimer. Oui? Donc, ces données serviront à des fins de statistiques, à des fins de recherche. Peut-être qu'on est en train de parler de Covid-19, mais peut-être il y a d'autres pathologies cachées dedans. Donc, tant que le but pour lequel... Voilà. Ok, parlons de conservation. Est-ce que les patients doivent être informés du traitement de leurs données de santé? C'est une obligation. Quand vous allez dans un centre de santé, peut-être en tant que reporter, la première des choses, c'est de vous rapprocher de l'administration du centre. Je prends cet exemple pour répondre à la question. Donc, vous vous rapprochez de l'administration. Une fois que vous avez leur autorisation maintenant, après tout, l'administration vous accompagne auprès des personnes dont vous voulez collecter les données. Quand je parle de données, par exemple, vous filmez un enfant, on voit peut-être le poids de l'enfant, on voit le visage de l'enfant. En quelque sorte, peut-être des informations de santé de l'enfant apparaissent. Donc, d'abord, en premier, il faut avoir l'autorisation de l'administration. Ensuite, l'autorisation de la personne qui a la garde de l'enfant. Ou même si ce n'est pas un enfant, même si c'est un patient adulte, il faudra avoir son autorisation avant de pouvoir collecter ces informations. J'ai pris l'exemple du média. Ça peut être aussi tout autre exemple. Vous allez voir aujourd'hui, on publie en ligne des sondages pour peut-être faire des statistiques sur les problèmes de menstruation et tout cela. Vous allez voir que ce sont des sondages, quand vous remplissez, donc on vous oblige à donner autant d'informations sur vous. Et peut-être après, on ne vous explique pas vraiment à quoi servira ce sondage-là. Ou bien on vous dit que pour des raisons qui ne sont pas véritablement claires. Donc il y a toujours l'obligation d'informer le patient pourquoi vous collectez, à quoi servira la collecte et pendant combien de temps on peut conserver. Donc quand le patient a toutes ces informations, il est en sécurité. Et puis c'est une sorte de confiance. Donc la personne nous fait mieux confiance, c'est que mes données sont dans les mains de quelqu'un qui est conscient de sa protection. Je pense aussi qu'il est aussi important de rappeler aussi aux professionnels de santé l'importance de privilégier la communication. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui vient, il faudrait qu'on prenne le soin ou encore qu'on prenne le temps de lui expliquer le bien fondé de la chose. Écoutez, monsieur, on va prendre vos données pour faire ceci, pour faire cela. Là, ça met la personne en confiance et elle pourra donner son OK. Mais lorsque l'information n'est pas vraiment acquise, l'information n'est pas bien assimilée, ça cause problème. Et pour témoignage, récemment, j'étais au Centre national de transfusion sanguine. Vous serez étonné qu'après le don de sang, puisqu'ils ont tout un laboratoire qui fait le diagnostic, qui analyse tout, mais écoutez, il y a une cellule qui fait le prélèvement et qui permet de traiter les informations de ces donneurs-là et qui les sauvegarde soigneusement. Et ils disent que ça permet de faire des statistiques, ça permet par moment de voir l'évolution, de faire des études et tout. Et c'est pas sur 5 ans, au minimum 10 ans. Donc je me dis que c'est vraiment une base de données pour le CNTS qui leur permet d'avoir un certain nombre d'informations médicales. Alors par rapport à cela, ça m'amène à vous poser une question. Quelle est la bonne pratique de collecte, de sauvegarde des informations ou encore des données à caractère santé des patients pour vraiment sécuriser ces informations? Parce que c'est important pour qu'un jour, on ne retrouve pas ces informations sur la toile. Ou encore, parfois, même on vous dit, renseignez ici, renseignez. Vous ne savez pas pourquoi. Et après tout, vous découvrez que, écoutez, on vous a mis à nu. Alors, quelle est la bonne pratique? Puisqu'il y en a qui le font bien, mais il faudrait qu'on comprenne la méthodologie. C'est quoi la bonne pratique? Alors, la bonne pratique, il faut dire qu'elle existe déjà au travers, par exemple, du secret professionnel comment on appelle, du personnel soignant. Mais aujourd'hui, il faudrait que ce personnel soignant-là ait un réflexe en ce qui concerne la protection des données. Et donc, quand on veut collecter, il faudrait qu'on se mette en tête que toute collecte, tout traitement ne doit pas porter atteinte à la vie privée, aux droits fondamentaux de la personne dont on collecte les données de santé. Quand on l'a à l'esprit, peut-être que déjà, on aura le réflexe de savoir que telle donnée, on n'en a pas besoin. Dans certaines situations, je peux me le permettre,
Vous allez à l'hôpital, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de votre âge pour vous prescrire certains médicaments. Je ne suis pas professionnel de santé, mais parfois quand vous allez à l'hôpital, on n'a pas forcément besoin de votre âge. Mais vous vous mettez à remplir peut-être, à mettre votre information concernant votre âge. Mais en réalité, l'âge ne sert pas là-bas. Donc peut-être, quand le personnel de soignant a ce réflexe, il se pose les bonnes questions. Avant d'initier toute opération de traitement donné qui passe par la collecte, qu'est-ce que je veux faire? Pour ce que je veux faire, qu'est-ce que je collecte? Est-ce que ce que je collecte est véritablement important? Parce que le but, c'est de minimiser la collecte. Donc, plus je minimise la collecte, moins je sauvegarde des données des patients ou des donneurs. Maintenant, après avoir collecté, traité, il y a l'obligation d'anonymiser. Vous voyez? Donc, si c'est Abalo Kodjo qui a donné son sang, l'informaticien derrière peut mettre XYZ, c'est que XYZ, ou peut-être on n'a pas besoin du nom. On a juste besoin de XYZ, peut-être l'âge, le résus, et puis la période où la personne a fait le don. Ça suffit largement. Et donc là, on ne souhaiterait pas. Plus vous minimisez les données, si ces données par mégarde font fuite, c'est que ceux qui ont collecté ces données auront peut-être du mal à identifier qui et qui, ce sont les données de qui et qui. Vous voyez? Donc, les bonnes pratiques, avoir le réflexe, se poser les bonnes questions avant tout traitement. Ensuite, lorsque je collecte, toujours me dire qu'il ne faudrait pas que ce que je fais porte atteinte à l'intégrité ou aux droits fondamentaux des individus. Et puis ensuite, minimiser, conserver et bien conserver. Vous voyez? Ça, c'est important. Voilà. Alors moi, la question la plus importante que j'aimerais vous poser, étant donné que vous êtes juriste, c'est la sanction. La sanction qui est prévue pour ces personnes-là qui ne respectent pas la protection des données de santé de leurs patients. Alors, quand vous prenez la loi, je vais prendre... Il y a une loi relative à la protection des données à caractère personnel au Togo qui date de 2019. Quand vous prenez cette loi, vous allez voir vers la fin, il y a des sanctions qui vont... Des sanctions pécuniaires, donc des amendes, où vous pouvez payer de 5 millions à 25 millions pour non-respect donc de ces obligations dans la collecte, le traitement et tout. Et aussi, il y a des peines d'emprisonnement. Donc, des sanctions privatives de liberté, où vous pouvez faire la prison jusqu'à 5 ans. Juste pour ne pas avoir respecté cette obligation de traitement, de collecte dans les règles de l'art ou selon ce que la loi a prévu. Alors Blondine, moi j'ai quelque chose à ajouter. Je pense que c'est le lieu aussi d'inviter peut-être des hôpitaux à renforcer le système informatique. Oui. C'est très important. Quand il y a une faille, là les gens de mauvaises intentions, de mauvaise foi vont profiter et semer la panique. Voilà. Justement. Oui. Alors merci beaucoup monsieur Emmanuel Signan. Je rappelle que vous êtes juriste et que vous avez eu cette opportunité aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avions eu cette opportunité de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et nous avons eu la chance de parler de la protection des données de santé. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Je ne sais pas si vous aurez un mot de fin. Alors, mon mot de fin, il faut dire que cet exercice est un exercice de sensibilisation. C'est pour pouvoir éveiller déjà l'attention, parce que l'État met tout le dispositif en place, mais il faudra que nous, les citoyens également, nous prenions conscience de cela, de la portée de ce que cela peut être. Je pense que s'il y a cet éveil, on évitera de laisser traîner nos carnets par terre, on évitera d'envoyer nos données de santé par WhatsApp, et tout cela. Donc, quand nous-mêmes, nous avons conscience, c'est que nous nous protégeons. De l'autre côté, l'administration aussi fait de son effort pour avoir un système de sécurité correct. Et je pense qu'on sera dans un bon environnement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des mots pour vos très chers téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui, Jacques? Je dirais à chacun de jouer sa partition, à chacun de prendre sa part. Il est très important aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, encore l'essor des outils informatiques. Il est très important de prendre des mesures préventives pour protéger nos données. Et également, il est important comme Gisèle nous l'a enseigné aujourd'hui, de peser ses enfants. Parce que nous-mêmes, les adultes, on nous demande souvent de faire cet exercice de peser là. Donc, merci à tous
tous ceux qui nous ont suivis, le rendez-vous c'est pour demain à 10h30, on sera là, rassurez-vous. Alors Gisèle? Oui, Blandine, la cybercriminalité prend de l'ampleur et il faudrait vraiment que chacun prenne conscience et essaie de jouer sa partition. Alors rendez-vous demain aux fidèles téléspectateurs pour la suite. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres depuis 10h30 jusqu'à 7h. Merci d'avoir participé de votre côté. Je sais que vous avez bien participé massivement à ces débats que nous avons eu à avoir sur ce plateau. Rendez-vous est donc pris pour demain matin à 10h30 pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Au revoir.